Dis donc, vous étiez au courant, vous, que l'effondrement c'était pour demain? Déjà? Mais non. En fait, c'est le titre du livre de Gabriel Salerno, un chercheur suisse, qui termine une thèse sur les origines de l'effondrement. Une thèse menée sous l'égide du philosophe écolo Dominique Bourg. Dominique, tu nous regardes! Alors là où son bouquin, qui est une analyse très théorique de l'effondrement, là où il est génial, c'est qu'il permet de comprendre comment naît l'effondrement, quelles sont ses origines. Et en plus, il contient une partie intitulée Regard sur l'avenir, bourrée de pépites pour comprendre le monde d'après. Vous allez voir, c'est du caviar. Bonjour Gabriel. Bonjour Jacques. Bonjour. D'abord, ma première question. Dans le premier chapitre, quand vous évoquez les définitions du collapse, je remarque qu'il y a pour moi deux aspects de l'effondrement. Le premier serait celui de l'épuisement et de la surexploitation des ressources. Alors ça, c'est un élément qu'on retrouve dans les rapports Meadows, dans les livres de William Catton. Et puis, il y aurait le deuxième aspect, un peu la deuxième jambe sur laquelle marche l'effondrement, c'est la mauvaise gouvernance. C'est-à-dire trop de complexité, donc ça c'est Joseph Steiner. Bref, si je schématise, est-ce qu'on peut dire que l'effondrement, ce serait la rencontre entre une crise des ressources et une crise de la gouvernance? Alors, oui, en fait, ce serait pas la rencontre, mais ce serait plutôt l'entrelac entre ces différents facteurs, ces différentes composantes. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est quand justement on lit ces différentes théories générales, c'est qu'on observe différentes approches. Puis là, vous l'avez très bien résumé. Et en fin de compte, finalement, c'est un peu la conclusion à laquelle j'arrive, c'est que quand on regarde ces différents écrits, ben, il y en a beaucoup qui sont assez convaincants. Mais alors, c'est que l'effondrement est un phénomène extrêmement complexe qu'on ne peut pas saisir finalement dans son intégralité. Ça touche énormément de dimensions différentes. Et donc, il vaudrait mieux pas opposer les approches ou les théories, mais plutôt les voir comme certains éléments de réponse pour appréhender l'effondrement. Ça me pousse à montrer qu'il y a quand même une part d'interprétation, ce que moi j'appelle une mise en récit. Oui, oui, il y a toujours un récit qui vient conclure finalement, c'est la transition vers ma question suivante. Si l'effondrement c'était hier, hein, le titre du bouquin, ça veut dire qu'on est déjà dans le monde d'après, ce qu'on appelle le monde d'après. Et en conclusion, vous écrivez une phrase qui est à la fois très simple et très puissante et que j'ai déjà utilisée et qui me parle beaucoup, c'est il n'y aura pas de retour à la normale. Ça veut dire donc que le processus d'effondrement est déjà enclenché, hein. Ça, c'est quelque chose que vous confirmez dans votre thèse? Effectivement, alors, toute l'idée c'était, ben, en fin de compte, parce que je l'ai écrit en plein Covid, l'idée était premièrement de montrer que voilà, avec le Covid, on a vraiment une crise, donc au premier sens du terme, qui est un moment de rupture dans une normalité, et le propre de la crise tel qu'on le définit, c'est après ce moment de crise, il y a un retour à la normale, avec une normalité plus ou moins changée, ok certes, mais c'est bien l'idée avec une crise, d'un retour à la normale. Et ce qui est quand même très important de relever avec nos problèmes environnementaux, c'est qu'il n'y aura pas de retour à la normale. C'est pour ça on ne devrait pas parler de crise écologique, mais plutôt de modification ou plus exactement d'altération des conditions de vie sur Terre, dans le sens où il y a beaucoup de points de non-retour qui, lorsqu'ils sont atteints, empêcheraient un retour à la normalité. C'est vraiment, je pense, ce qui est très important de se rendre compte actuellement par rapport à nos problèmes, c'est que il y a ces points de retour qu'il ne faut pas qu'on franchisse. Et tout l'enjeu, c'est d'éviter un basculement du système Terre dans un autre état qui ne permettrait pas, lorsqu'on y serait, un retour en arrière. Oui, il y a une confusion, je pense, entre cette histoire de 2 degrés et pour un Européen, les 3% de déficit. C'est-à-dire qu'on a l'impression que, comme le concept de 3% de déficit public, les 2 degrés sont une norme qui a été fixée arbitrairement par des négociations politiques. Ah, plutôt 1,7 degré, ah, plutôt 1,9. La Chine préfère 2,3. Alors qu'en réalité, c'est un chiffre à ne pas franchir, derrière laquelle il y a un gouffre. Mais
Et que bah, voilà, c'est la boule de neige qu'on a lancée sur la pente de neige et qui en fait en descendant grandit. Ou l'exemple du glaçon en fait que je donne dans le livre aussi, qui est assez, qui illustre bien le phénomène. Effectivement, donc c'est comme si on mettait un glaçon dans une chambre froide et puis donc on augmente la température de la chambre froide. Donc on arrive à 0 degré, de manière schématique, le glaçon ne bouge pas, et tout d'un coup, on dépasse juste cette limite, cette frontière, on va dire qu'on chauffe la pièce de 0,5 degré, et là, tout d'un coup, on voit le glaçon qui commence à fondre, puis on se dit mince, le glaçon il fond, et il va fondre jusqu'à disparaître, et il n'y aura pas de retour en arrière possible, on aura franchi ce point de non-retour. Et c'est ça l'idée des 2 degrés, 1,5 degré. Hmm. C'est très intéressant cette métaphore. Moi, j'utilise celle de la grenouille qui bouille. Bah, je pense que c'est aussi c'est une belle métaphore pour montrer en fait exactement la manière dont nous on perçoit les changements autour de nous. En fait, on est là, on se dit ah bah oui tiens bah, ça a un petit peu changé, mais c'est clairement ça. Si on, par exemple dans notre pays là en Suisse, là je suis en Suisse, donc il y a beaucoup de ski. Quand on parle aux gens, bah voilà il y a 40 ans, ouais, il y a 40 ans il y avait 40% de couches de neige en plus. Et en fait, ben, on l'a un peu oublié parce que chaque année, il y a un petit peu moins. Puis on se dit, ah ouais, il y a un peu moins de neige, mais on peut quand même toujours skier, c'est toujours sympa. Puis la même chose avec la période de ski. En fait, avant, on skiait en novembre très facilement. Puis en fait, petit à petit, c'est venu mi-novembre, fin novembre. Bon, maintenant, on commence à skier à peine un peu en décembre. Et puis, le côté technologique, effectivement, eh ben, c'est les canons qui permettent de combler cet enneigement en moins, puis qui nous font un peu oublier ou pas se rendre compte que ben non, en fait, chaque année il y a moins, chaque année la saison se raccourcit. Effectivement, c'est exactement ça. Oui, bah, on en vient à ce que je voulais évoquer, c'est-à-dire le chapitre Regard sur l'avenir. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est la modélisation handy sur laquelle vous vous basez? Oui, alors oui, c'était effectivement aussi ce que j'avais appelé une théorie de l'effondrement. C'était un article par Motessarey et sa femme Motessarey et son équipe qui ont donc cherché à modéliser l'effondrement selon une équation proie-prédateur. Donc l'équation proie-prédateur, c'est celle qu'on connaît de manière classique en biologie, donc une population de lapins et puis une population de loups. Quand il y a une population de lapins qui commence à se faire manger par des loups, la population de lapins elle diminue, et donc forcément il y a moins de nourriture pour le loup, donc la population de loups diminue aussi un peu plus tard, et donc moins de loups, la population de lapins peut de nouveau grandir, et donc à ce moment-là, bah, la population de loups a plus de nourriture, donc elle peut aussi grandir, etc. C'est ces cycles-là. C'est des équations différentielles, bref. Et donc ils ont fait la même chose, ils ont appliqué la même chose, en partant du principe que ben, la proie c'était la nature, hein, sans surprise, et que le prédateur c'était l'homme. Mais ils ont rajouté, et c'était ce qui est parce qu'il y a aussi certains autres auteurs qui avaient déjà fait ça, mais l'approche intéressante dans leur modèle, c'était de rajouter, de faire une différence, donc poser une équation différente pour la population pauvre et la population riche, grosso modo, hein, ce qu'ils avaient appelé l'élite et puis le commoners en anglais, pour en fin de compte prendre en compte les inégalités dans les sociétés. Et en fin de compte, avec cette particularité, alors très 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 schématique, que c'était la population pauvre qui travaillait et la population riche qui consommait beaucoup, en gros. Et avec ça, ensuite, une quatrième équation qui permettait de modéliser les stocks qu'on pouvait accumuler. Et ils ont, en fin de compte, c'est un modèle mathématique, ils ont lancé ensuite le modèle, et ils ont observé qu'il y avait différents types d'effondrement, en gros deux types d'effondrement. Ils ont lancé le modèle pour trois types de sociétés. Une société égalitaire, où tout le monde était égalité, une société équitable, où les différences entre riches et pauvres sont moindres, elles sont là, mais elles ne sont pas très importantes, et une société inégalitaire qui est le reflet d'un autre, où il y a des grands écarts. Ils ont lancé les trois modèles, et ils ont vu qu'il y avait deux effondrements possibles. La première était, le premier effondrement était un effondrement qui était induit en particulier par les grandes inégalités, et puis un deuxième type d'effondrement, c'était par l'épuisement des ressources naturelles. Et en fin de compte, ce qui est intéressant avec cet article, c'était de montrer que, voilà, il y a, en fait, inégalité et effondrement sont liés. Mais attention quand même, c'est pas parce qu'on réduit ou qu'on arrive à, si vous voulez, résoudre les inégalités que les risques d'effondrement disparaissent. On peut pas passer outre le problème des inégalités. C'est forcément une question qu'il faut aborder.
Bah, merci parce que ça c'était vraiment très intéressant et je connaissais pas du tout cette analyse. Alors je poursuis. Sortir de l'idéologie du progrès. Alors ça, bon, c'est de l'or à mes oreilles. Qu'il y a un passage qui est très très intéressant sur la croissance et le consumérisme. Vous mettez en fait des mots sur vraiment quelque chose qui ruminait en moi depuis longtemps. L'idée de la confiance aveugle dans la technique, dans la confusion progrès social, progrès technologique. Parlez-moi de cette histoire de progrès spirituel. Effectivement, je pense que euh, aujourd'hui, on est vraiment omnubilé par l'idée de progrès. Pour des questions un peu peut-être métaphysiques de sens, mais on va pas y venir. Mais on est omnubilé par cette idée, et en fin de compte, ce qui nous pousse finalement aussi, donc de manière assez métaphysique, c'est de penser que demain sera mieux qu'aujourd'hui, et qu'aujourd'hui est mieux que hier. La définition du progrès de manière très très simple. Mais par contre, quand on dit que demain sera mieux qu'aujourd'hui, qu'est-ce que on valorise comme étant du progrès? Et en fait, à y regarder, et là vous l'avez bien mis en contexte, c'est uniquement le progrès matériel. On le voit uniquement comme l'accumulation de biens, de confort matériel, et c'est la seule vision qu'on a du progrès. C'est pas de bannir totalement l'idée de progrès, parce qu'en soi elle n'est pas mauvaise, mais c'est de voir qu'est-ce qu'on entend par le progrès. Et actuellement, à y voir que de l'accumulation matérielle, d'accumulation technologique, on voit que ça nous mène en fait droit dans le mur. Donc on peut garder cette idée, mais il faut lui donner un autre contenu. Et c'est ce que je disais, on peut la troquer finalement quand on progresse spirituel. Et là, par spirituel, il faut vraiment entendre le mot spirituel au sens premier, qui n'est pas finalement, si vous voulez, religieux, ou qui n'est pas animiste, ou etc., mais qui est vraiment l'idée de relation de soi dans le monde, relation aux autres. C'est, si vous voulez, le versant opposé du matériel. Le matériel, c'est la relation avec l'inanimé, et là, par spirituel, c'est la relation à l'animé, relation aux autres. Et c'est pour ça que je disais, je pense qu'on peut garder l'idée de progrès, mais il faudrait vraiment la troquer par une autre. Et là, si vous voulez, ça peut rejoindre, effectivement, ça peut rejoindre plutôt du progrès. Vous avez parlé des peuples premiers, donc retrouver certaines grandes sagesses, retrouver une autre relation à la nature, en s'inspirant par exemple des peuples premiers, certes, ça, c'est une possibilité. Vous avez parlé avant de progrès social, ça peut être ça aussi. Améliorer nos liens sociaux, avoir du progrès par rapport aux liens concrets, aux liens sociaux avec autrui, avec ses voisins, d'autres manières d'habiter, d'autres manières de vivre en ville, de vivre dans notre immeuble avec les voisins. Donc, c'est l'idée vraiment par spirituel, c'était vraiment au sens très large qu'on peut opposer au matériel et de relation au monde, relation à la nature, relation aux autres êtres humains. D'accord, je comprends beaucoup mieux maintenant, merci. Je suis arrivé à une conclusion, c'est que il y a deux chemins, soit un effondrement choisi, soit un effondrement subi. Et vous refusez à espérer l'effondrement. Moi, je parlerais plutôt de changement, c'est-à-dire que maintenant, en fin de compte, il faut quand même qu'on se rende compte, c'est que le changement, il va y avoir lieu, des changements sont en cours, ils auront lieu, et en fin de compte, ça va nous décider si on veut les subir ou si on veut les accompagner, si on veut qu'ils soient finalement voulus, donc accompagnés. Et c'est pour ça que je parlerai pas d'effondrement subi ou voulu, mais plutôt de changement, parce que en fait, et c'était aussi un peu l'idée du bouquin, c'était de montrer que finalement l'effondrement, alors certes, quand on se le représente, peut-être c'est votre cas, je ne sais pas, mais peut-être pourrait y répondre, mais quand on se représente comme un événement brutal qui est au devant de nous, eh ben, on peut se poser la question entre effondrement subi ou voulu, et puis de le voir comme quelque chose qui va nous arriver, boum, dans la figure, et puis que on va subir un grand choc. Mais je pense, moi personnellement, que on devrait plutôt parler d'effondrement comme un long processus. Et en fait, finalement, là, on est en cours d'effondrement, c'est-à-dire que on est dans une peut-être effondrement, le mot est trop fort parce que justement il renvoie à cette idée de quelque chose qui se casse la figure, mais une forme de délitement. On peut dire qu'on est dans un délitement qui est en cours, qui prend déjà ses origines depuis plusieurs décennies, que les difficultés s'accumulent, qu'on va au-devant de difficultés toujours plus en plus grandes, et que finalement, c'est pour ça que
on peut pas vraiment parler de subi ou voulu, c'est-à-dire qu'il est déjà en cours l'effondrement. Maintenant, c'est à nous de voir comment on compose avec cet effondrement, comment on compose avec ces difficultés qui grandissent. Et puis, est-ce qu'on va vouloir vraiment toujours subir les changements qui viennent à nous, ou au contraire, si on décide de composer avec l'effondrement, et donc plutôt de chercher à l'accompagner, de chercher certaines formes de résilience, certaines modifications de comportements sociaux, bref, mise en place de certaines technologies, etc. Je pense qu'on se rejoint quand même dans ce sens. Oui, on a un débat sémantique, en fait, on joue sur les mots, mais ça c'est... Moi, je suis plutôt dans une vision dans l'endélitement. Donc, j'ai pas vraiment d'image comme ça, mais je pourrais dire par exemple plutôt, vous voyez, une sorte de morceau de tissu. C'est comme si vous tirez un peu les fils, puis que finalement votre tissu qui était très compact et puis qui était, finalement en fin de compte, il s'effile, les fils partent, puis vous vous retrouvez qu'avec une sorte de quelques petits fils ensemble, dans une sorte de vieux chiffon, et que il n'y ait pas vraiment cette idée parce que j'ai l'impression plutôt à voir comment les choses évoluent, et puis en prenant appui aussi un petit peu sur les civilisations passées, ce que j'ai fait dans le livre, en prenant appui sur les civilisations passées, on peut voir que c'est plutôt une accumulation de difficultés, et je pense qu'un des exemples le plus actuel, c'est le Covid. On aurait pensé que la pandémie soit un événement qui marque le début de l'effondrement, et en fait, finalement, on voit que ça n'a pas été un effondrement, mais par contre, c'est une difficulté en plus, ça pose encore plus de problèmes. Je pense qu'il n'y aura pas vraiment d'éléments marqueurs, finalement. Et oui, effondrement, effritement, effilochage... faudrait peut-être faire un grand brainstorm. Une dernière petite question. Dans la fin du livre, vous posez une question centrale, c'est l'idée de... L'effondrement, c'est la fin d'une société, c'est la fin d'une époque. Quand on ferme finalement le bouquin, on se dit, et si finalement le monde d'après, c'était juste le monde sans capitalisme? Oui, alors je pense d'une certaine manière oui, puisque c'est quand même aussi lui qui nous a conduit aux inégalités actuelles, c'est lui qui nous a conduit aussi aux problèmes environnementaux actuels, cette logique d'accumulation de capital. On voit qu'on en arrive aussi un tout petit peu au bout quand on voit finalement maintenant les monopoles qui existent. Je pense qu'on peut sans trop se tromper qu'on ne pourra plus parler de capitalisme, en tout cas comme on l'entend aujourd'hui. J'ai juste une petite interrogation, c'est... alors, j'ai vu que le survivalisme était très fort en Suisse, et je sais pas pourquoi. Pas tant que ça. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a, par le service militaire, par l'histoire aussi, l'histoire en guillemets militaire de la Suisse, pas mal de bunkers, des abris atomiques, où il y a beaucoup de choses, dans chaque maison a son abri atomique, ou en tout cas dans le quartier il y a un abri atomique, et donc du coup dans l'abri atomique il doit y avoir certaines réserves, etc. Puis il y a beaucoup de gens, c'est une armée de milices, donc il y a beaucoup de gens qui font l'armée, et puis quand ils font l'armée, tu dois garder à la maison, on garde chacun le fusil de combat, en fait, on n'a pas d'armée professionnelle ou une toute petite section, dans quelques sections et tout, mais on a dans l'armée des professionnels qui servent, donc des capitaines et tout, je sais pour l'avoir fait, mais des capitaines, des lieutenants et tout, qui servent à former toutes les nouvelles recrues, et puis dès qu'on a 18 ans, en fait, on doit faire nos 300 jours ou 250 jours d'armée. On en vient à avoir tout notre matériel à la cave, finalement. Surtout qu'on doit aller faire des tirs obligatoires chaque année, donc c'est un peu lié à ça. Merci beaucoup, merci. Merci à vous, pareillement. Merci à Gabriel Salerno pour son temps. Je me suis vraiment senti moins bête à la fin de cette interview, hein. Ça fait du bien de s'élever un peu. Alors je vous recommande son livre, L'effondrement, c'était pour demain, aux éditions d'en bas, dans toutes les bonnes librairies. Et je voulais aussi vous annoncer que quelques jours après cette interview, Gabriel a réussi son doctorat. Bravo et bon vent. Allez, ciao les collapsos.